Bienvenue les amis en direct de Biélorussie, en direct de Minsk où je vais te parler un petit peu d'investissement en bourse. On va faire un petit peu le point mensuel, on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur le marché. Surtout je vais te dire sur quoi j'ai investi puisque comme tous les mois je viens d'investir une certaine somme d'argent sur des entreprises qui versent des dividendes. Je viens d'investir plus précisément 11K hier et je vais te dire comment a été fait mon choix. Donc comme je te disais, je me trouve actuellement à Minsk en Biélorussie. Si tu entends des klaxons derrière sur la caméra, c'est tout à fait normal puisque actuellement les élections ont lieu, il y a beaucoup de manifestants dans les rues. Bon là c'est beaucoup plus calme, mais tout à l'heure il y avait des foules entières sur ce boulevard. Bref, on va pas parler de politique aujourd'hui, ça vous intéresse pas et c'est clairement pas le but, c'est très compliqué. Bref, on va plutôt parler de dividendes, d'investissement, de comment gagner plus d'argent sur les marchés financiers. Et d'abord, j'aimerais te montrer sur mon ordinateur quelque chose de très intéressant, puisque aujourd'hui je pense que si on demandait à beaucoup de personnes dans la rue, des gens qui ne s'y connaissent pas sur le marché financier, est-ce que vous pensez que les marchés financiers cette année sont en hausse ou en baisse? Eh bien la réponse est ils sont en hausse pour le moment à la date à laquelle je fais cette vidéo, c'est-à-dire le 14 août. Si on regarde voilà, du 1er janvier, le 2 janvier jusqu'à aujourd'hui, le 14 août, les marchés financiers sont en hausse de 3,53%. On a presque atteint le niveau d'avant coronavirus, puisque là on est à 3373 points et avant coronavirus on était à 3386 points. Donc on y est presque, ça devrait pas tarder je pense. Et c'est super intéressant parce que moi je me rappelle, et je pense que tu te rappelles tout comme moi, de ces gens qui, je crois que c'était quoi, au mois de février-mars, qui disaient haut et fort sur les réseaux sociaux, sur des vidéos YouTube, vous devez quitter le marché des actions. Donc je vais pas expliquer, je vais pas essayer de comprendre, de vous faire comprendre entre guillemets le pourquoi du comment les marchés sont déjà si haussiers, enfin, sont revenus à leur cours d'avant coronavirus. C'est tout un tas de choses qui ont fait que c'est potentiellement compliqué à comprendre. Mais la réalité elle est là, c'est que il y a beaucoup de gens qui se concentraient sur ce fait de dire ça va dégringoler, vous allez perdre énormément d'argent, et il y a beaucoup de gens qui ont du coup vendu dans la panique, comme on dit le panic selling. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui ces gens qui ont fait ça, qui ont suivi ces conseils sur des vidéos YouTube ou je ne sais quoi, de certains investisseurs, parfois même de certains professionnels qui sur les plateaux télé disaient sortez du marché des actions, aujourd'hui doivent avoir un petit peu le front bien baissé parce que ils ont perdu de l'argent. Finalement ils ont perdu 30% puisque je crois qu'entre février et mars le S&P 500 s'est effondré d'à peu près un tiers, 33%, et il a déjà recover. Donc les gens qui sont sortis du marché des actions soit pour garder du cash, soit pour investir ailleurs, ont certainement dans la majorité des cas perdu de l'argent parce que il n'y a pas d'autre actif qui leur a permis de générer, je pense, ce retour sur investissement qui est similaire à ce recover, à cette récupération du marché financier aux États-Unis en tout cas. C'est vrai que pour le CAC 40, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est pas encore ça. Je parle uniquement du marché américain puisque c'est uniquement sur celui-ci que j'ai investi à 95%. Donc l'idée c'est quoi? C'est, avant que je te parle des deux actions, je te bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te dire comment j'ai procédé pour investir dans deux entreprises ce mois-ci. L'idée c'est encore une fois de se dire, ok, il y a des crises, il y en aura encore. Si ça se trouve, voilà, je te dis que le marché il est haussier pour l'instant au mois d'août pour l'année 2020. Si ça se trouve, dans 2 semaines, dans 2 mois, il se passe une nouvelle crise et ça redégringole. Ça, je ne sais pas. L'essentiel, en tout cas, ce que je veux te faire comprendre, c'est que plutôt de se concentrer sur la valeur, on va dire, globale de ton portefeuille, ce qui serait plutôt intéressant et judicieux, c'est de se concentrer sur ce que te génère ce portefeuille. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par la valeur de leur actif, mais si cet actif leur permet de générer un cash flow et d'avoir des rentes régulières tous les mois en cash, eh bien c'est selon moi beaucoup plus intéressant. Donc plutôt de se dire, mon portefeuille qui était à 500K de valorisation, il est descendu à 350K pendant cette crise et du coup je panic sell et je revends tout, eh bien il faut penser plutôt, ok, mon portefeuille de 500K, il me génère peut-être 30K à l'année de dividendes, eh bien c'est ça que je dois conserver en tête, parce que si mon portefeuille perd 30% et qu'il redescend à 350K de valorisation, il y a de fortes chances que ce portefeuille continue de générer ces 30K, ces 40K, ce que tu veux de dividendes chaque année et que le dividende ne soit pas forcément impacté. Personnellement, dans mon portefeuille, j'ai aujourd'hui 19 lignes et sur ces 19 lignes, pendant le coronavirus, il y a une ligne qui a supprimé son dividende et il y a une autre ligne qui a réduit son dividende. Donc ça, clairement, chez moi, ce sont deux signaux qui me font dire que très rapidement, je vais revendre ces positions. Pour l'instant, je les ai encore en portefeuille parce que j'attends qu'elles récupèrent un petit peu au niveau de leur cours avant de les revendre, histoire de ne pas revendre ça trop bêtement. Mais c'est l'avantage de l'investissement dans les dividendes, c'est qu'on a le temps également de prendre ces décisions. Mais voilà, toutes les autres positions ont conservé leurs dividendes et au-delà de les conserver, elles ont même augmenté, désolé pour la klaxon, ça klaxonne fort, elles ont même augmenté le dividende pour certaines d'entre elles. Et donc ça c'est très confortable parce que en effet, potentiellement, potentiellement mon portefeuille a perdu un petit peu en valeur et encore que c'est loin d'être catastrophique, mais en parallèle mes dividendes ont été conservés et même augmentés. Et c'est ce qui m'intéresse le plus en tant qu'investisseur dividende, puisque je cherche clairement à encaisser du dividende. Donc ce mois-ci, comme tous les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, il n'y a pas un seul mois où je n'ai pas investi. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit ouais mais faut attendre, faut temporiser, on sait jamais, ça va rebaisser, donc j'achèterai un peu moins cher plus tard. Le problème du plus tard, c'est que ça peut être souvent jamais. Le plus tard, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc autant prendre des actions massives
tout de suite plutôt que d'attendre le plus tard qui n'arrivera potentiellement jamais. Ça, c'est l'excuse de ceux qui font jamais rien. Plus tard, ça sera mieux. Cette fois-ci, ça sera différent. Nanani, nanana. On se brosse un petit peu les voilà, et il se passe jamais rien. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre des actions régulières et consistantes, c'est-à-dire peu importe l'état du marché, on investit dans des actions et si ça monte, tant mieux pour toi. Si ça descend, tant mieux pour toi. T'en achètes plus pour moins d'argent et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, tous les mois, j'ai investi et pour le mois d'août, donc j'ai décidé d'investir dans 2 nouvelles actions, dans 2 nouvelles entreprises. Alors nouvelles, pas réellement, puisque il y a une entreprise que j'avais déjà en portefeuille. Une entreprise du secteur de la santé que j'ai racheté, donc que j'ai renforcé à un PRU, un prix de revient unitaire supérieur, je crois, à plus de 10 € par action que celui auquel je l'avais déjà acheté il y a plusieurs mois auparavant. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je crois solidement dans l'entreprise, sinon je ne l'aurais pas fait. Elle a un bon dividende à peu près, je vais regarder ça, à plus de 6%, si je dis pas de bêtises, non 5% pour cette entreprise. Hop, j'ai ça sous les yeux ici. Donc voilà, c'est une entreprise également qui a récupéré son cours d'avant coronavirus déjà, ce qui n'est pas surprenant parce que voilà, une entreprise dans le secteur de la santé, c'est des secteurs qui en ce moment se dépatouchent plutôt bien avec le secteur de la technologie. Ce sont un petit peu les grands gagnants, on va dire, de ce coronavirus, et que ce sont des entreprises qui sont sur le devant de la scène, on va dire. Et d'autant plus que le secteur de la santé est un secteur qui résiste particulièrement bien aux récessions, dans le sens où si tu es malade, dis-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est pas un pôle de dépenses sur lequel tu vas rechigner, récession ou pas récession, tu vas te soigner, tu vas à la pharmacie, tu vas chez le médecin, tu vas à l'hôpital s'il faut. C'est quelque chose que les gens ne vont pas négliger, clairement pas. La santé, c'est extrêmement important, tu sais tout comment. Donc c'est un secteur qui résiste très bien aux récessions de façon générale. Et cette entreprise, elle a un gros avantage compétitif puisque elle a un gros comment dire, pôle de recherche et développement. Ce qui est très important dans ce genre d'entreprise, notamment celle dans laquelle j'investis, c'est qu'elles doivent sans cesse faire de la recherche, et c'est un très gros avantage compétitif que cette entreprise a, dans le sens où c'est une entreprise leader là-dessus et qu'elle a déjà beaucoup de brevets à ce sujet-là. À savoir que les entreprises, voilà, c'est une entreprise pharmaceutique. À savoir que ces entreprises pharmaceutiques généralement ont des brevets pour X années sur des molécules, sur des traitements qu'elles vont découvrir, et ensuite pour la libre concurrence, ces brevets vont tomber dans le public pour ouvrir la concurrence et faire en sorte qu'il y ait des génériques qui arrivent sur le marché. Donc c'est un marché, c'est pas évident dans le sens où il faut toujours innover, faire de la recherche, avoir des gros budgets à coups de milliards dans la R&D, la recherche et développement, pour trouver de nouvelles molécules, sous peine de voir le chiffre d'affaires dégringoler et les bénéfices dégringoler. Donc il faut toujours être très proactif dans ce genre de business, sinon tu peux très vite passer d'entreprise leader à une entreprise beaucoup moins leader parce que t'as pas fait ton travail ou t'as pas réussi à trouver une molécule pour faire de nouveaux traitements ou des choses comme ça. Donc malgré cela, c'est une entreprise qui est très solide, qui est leader. Donc très intéressant, et les derniers résultats trimestriels qui sont tombés là ces dernières semaines ont été très bons également pour cette entreprise. Donc elle s'en sort très bien. Donc ça, c'est la première entreprise, et je t'ai pas dit, c'est également une aristocrate dividende. Donc aristocrate dividende, plus de 25 ans d'augmentation du dividende, et c'est bientôt une king dividende. Donc c'est à dire qu'elle va bientôt passer la barre des 50 ans d'augmentation du dividende. Donc ça va être ce qu'on appelle une king dividende. Donc ça, c'est la première entreprise secteur de la santé. Le deuxième secteur, c'est une entreprise. La deuxième entreprise, pardon, c'est une entreprise du secteur des services financiers. Donc, un secteur que j'avais pas forcément envie d'ajuster mon portefeuille en ce moment, dans le sens où c'est pas un secteur qui m'enchante en ce moment avec ce qui se passe. Donc, j'avais pas forcément envie d'ajouter une entreprise du secteur financier dans mon portefeuille, mais pour autant, il y avait un secteur particulièrement on va dire une industrie du secteur financier qui m'intéressait particulièrement, c'est celui de l'assurance. Je te laisse regarder notamment ce que pense Warren Buffett de tout ce qui est entreprise qui évolue dans le secteur de l'assurance. Warren Buffett est un aficionado, il adore ça, il adore tout ce qui est assurance. C'est là-dessus qu'il a fait beaucoup d'argent, dans le sens où l'assurance, c'est comment ça fonctionne. Tu payes, ils interviennent, Inch'Allah, s'il y a un problème. Et généralement, c'est ça le problème, c'est que il y a toujours des petites clauses, il y a toujours des petits trucs qui font que, bref, ça encaisse ces assurances, il y a beaucoup d'argent, et leur but pour eux, c'est de sortir le moins d'argent possible. En tout cas, il faut faire en sorte que ce delta soit le plus grand possible, qu'elles encaissent le plus possible et qu'elles sortent le moins. Donc bref, Warren Buffett, il adore ça, et ce sont des business models qui sont très intéressants parce qu'il y a généralement beaucoup de cash. Le problème, c'est que les consommateurs là-dessus, ils vont clairement aller là où c'est le moins cher, dans le sens où tu sais tout comme moi, si on peut payer le moins cher possible pour une assurance tout en étant bien évidemment bien couvert, c'est l'idéal. Donc c'est là où c'est un petit peu compliqué, il faut aller dans des entreprises qui sont très bien installées, qui ont une très bonne relation client, qui sont leaders dans le secteur. Sinon les assurances, c'est la guerre au prix, c'est la concurrence au prix, c'est pas évident. Donc cette entreprise que j'ai ajoutée, c'est la première fois que je l'ai ajoutée, elle est encore aujourd'hui sous-évaluée puisqu'elle est à peu près à moins 30% vis-à-vis du cours d'avant coronavirus. Je vais allumer la lumière. Et donc il y a clairement selon moi une bonne perspective de plus-value là-dessus. Donc ça c'est intéressant, d'autant plus qu'il y a un dividende qui est, laisse-moi regarder, je crois à un peu plus de 6%, donc très bon dividende. Et ça fait vraiment très longtemps que cette entreprise elle est là, elle est très bien installée aux États-Unis, en Angleterre, et elle propose tout un tas d'assurances, décès, invalidité, maladie, tout ce que tu veux. Et donc l'idée sur cette entreprise, c'est que tu peux à la fois faire une plus-value sur le cours de l'action. C'est pas forcément ce que je recherche en priorité
au début quand j'analyse une entreprise, mais en tout cas si ça peut se prendre, bien évidemment on ne va pas refuser une plus-value sur une action. Donc clairement il y a 30% à aller chercher parce qu'elle est clairement sous-évaluée d'un point de vue historique actuellement encore, et le dividende est en augmentation depuis plus d'une dizaine d'années, donc c'est assez léger là-dessus, mais en fait, il a longtemps stagné le dividende, c'est-à-dire qu'il a longtemps été au même niveau. Donc, c'est pas qu'il n'y avait pas de dividende avant, c'est simplement qu'il était au même niveau. Donc, je sais pas exactement pour quelle raison, mais l'équipe directrice, en tout cas, n'avait pas pour volonté d'augmenter le dividende dans les années précédentes, alors que là, visiblement, depuis une dizaine d'années, c'est cette volonté de faire un dividende qui est en augmentation croissante et régulière. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà ce que je peux te dire. Et également les derniers résultats trimestriels qui ont été publiés là il n'y a pas longtemps étaient bien mieux que ceux estimés par les analystes également. Donc ça c'est intéressant et je viens de l'ajouter à mon portefeuille. Donc c'était la 19e position. Donc c'est vraiment ce que je t'invite à faire, c'est de te concentrer sur des entreprises qui vont avoir un flux de trésorerie, en tout cas pour toi en tant qu'investisseur, via le dividende régulier et croissant. C'est super important. Il ne faut pas faire en sorte que le dividende il stagne, mais il faut bien faire en sorte que le dividende il augmente chaque année. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut également toi couvrir l'inflation. L'inflation c'est les prix qui augmentent. Je vais pas te faire un cours d'économie, mais il faut que tes revenus augmentent en même temps que l'inflation, sinon tu t'appauvris. Même si tu gagnes de l'argent, tu t'appauvris. Donc, voilà, je t'invite vraiment à te concentrer là-dessus, sur des entreprises qui, même malgré les récessions, vont continuer d'augmenter leurs dividendes. Et il y en a plein. Il y a beaucoup de gens, quand je leur parle de dividendes, ils me disent oui, mais si c'est la crise, ces dividendes, ils vont plus être là. Voilà, je suis en ce moment en train d'écrire un livre sur les marchés financiers, sur les dividendes, sur cette stratégie d'investissement. Et j'ai fait énormément de recherches. Et là, j'ai mon manuscrit sous les yeux, il n'est pas encore sorti. Il y a plein d'entreprises comme voilà, AT&T, Coca-Cola, je sais pas si ça va bien lire, People United Financial, ExxonMobil, Walmart, Clorox, McCormick, Abbott et Aflac, par exemple, ils ont continué d'augmenter le dividende lors de la grande récession. La grande récession, c'était la crise financière de 2008. Donc voilà, c'est pas... Voilà, je t'ai cité ces entreprises-là, il n'y a pas forcément que elles, j'allais pas faire la liste exhaustive de toutes les entreprises, mais récession ne veut pas dire suppression du dividende. Au contraire, il y a plein d'entreprises qui continuent d'augmenter leur dividende parce qu'encore une fois, un cours de bourse ne reflète pas forcément et systématiquement la santé financière d'une entreprise. Une entreprise, elle continue de tourner, elle continue de générer des bénéfices, mais c'est pas parce que l'ambiance générale des investisseurs est négative et pessimiste que voilà, ça se reflète sur le cours de l'action forcément, mais c'est pas pourtant que l'entreprise derrière ne génère plus de bénéfices et n'est plus en mesure d'augmenter son dividende. Bref, si tu veux en tout cas connaître toutes les positions de mon portefeuille, j'ai un club qui s'appelle le Club Dividende, dans lequel je te partage justement en temps réel tous les mois mes positions. Comme ça, tu pourras découvrir quels sont le nom de ces deux entreprises dans le secteur financier et dans le secteur de la santé. Et également, tous les mois, je te partage simplement ce que je fais moi personnellement. J'investis mon propre argent, comme tu dis, j'ai investi 11K pour le mois d'août. J'investis à peu près généralement une dizaine de K tous les mois sur les marchés financiers. Donc voilà, tous les mois, tu seras au courant de ce que j'achète et ce que je mets dans mon portefeuille dans un seul et unique objectif, encaisser de gracieux dividendes. Également, quand je me sépare d'une position, je te tiens au courant. Bref, il se passe tout à l'intérieur du Club Dividende. Si tu veux connaître toutes mes positions, je te mettrai donc le lien dans la barre de description, tu peux retrouver tout ça. Et au plaisir, n'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre parce que je sais que vous avez généralement beaucoup de questions sur ce qui est dividende et notamment l'idée du PEA. J'en reviens tout de suite très rapidement. Les amis, le PEA n'est pas magique. Le PEA n'est pas la solution magique si vous êtes français. Il y a beaucoup plus de performance aux États-Unis et les dividendes sont versés beaucoup plus régulièrement aux États-Unis. Donc clairement, rien que ces deux avantages-là, et il y en a d'autres, font que ça dépasse, on va dire, l'avantage que vous avez avec le PEA, parce qu'avec le PEA, vous avez simplement des actions françaises et européennes qui sont moins rentables et dont les dividendes sont versés moins régulièrement. Donc, ce qui fait que même si vous n'avez pas payé d'imposition sur votre PEA, eh bien, au final, vous gagnez moins d'argent que si vous investissez aux États-Unis et que vous payez des taxes aux États-Unis sur la retenue à la source et la flat tax ou l'impôt sur le revenu. Donc, clairement, il faut faire les maths, mais voilà, j'entends trop de gens dire je garde mon PEA parce que c'est la solution magique, je paye pas d'impôt. Je paye pas d'impôt, c'est très bien, mais si tu payes un peu d'impôt sur plus d'argent, à la fin tu as quand même plus d'argent que quand tu n'as pas payé d'impôt sur ton PEA. Je sais pas si tu m'as suivi, mais il faut arrêter de raisonner sur la dualité très bête et très simple du impôt pas impôt. Ça c'est débile pour moi, donc il faut vraiment voir un peu plus loin et un peu plus intelligemment que cet avantage fiscal du PEA. C'est pas magique les amis, retenez ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, posez-moi toutes vos questions, petit like, petit commentaire, le Club Dividende dans la barre de description et au plaisir de te rejoindre, au plaisir de te voir me rejoindre plutôt au sein du Club Dividende. Je te dis à très vite. Ciao.